Prenez place, on va commencer donc la suite. Pour la suite, je suis extrêmement heureux, content, ce que vous voulez, de présenter les deux speakers qui vont suivre justement. Mayol et Laurent. Alors Laurent, ça fait un bon moment qu'on se connaît et il y a pas mal d'années que ça déjà, il était speaker à la DockerCon. Et je me rappelle à l'époque, j'avais presque menacé ma team chez Docker qui, entre guillemets, voulait pas lui faire confiance. Je disais, mais Laurent, on n'a pas vu beaucoup de présentations de lui, on ne sait pas trop. Et moi, j'aurais dit non, mais à l'époque, Laurent présentait quelque chose sur le réseau avec les containers. Et j'aurais avais dit, si c'est pas lui qui fait la présentation, c'est moi, parce que c'est une présentation super intéressante il faut vraiment qu'on ait quelqu'un pour parler de ça. Et il est l'homme de la situation. Il a fait sa présentation, ça a été une des meilleures présentations du Black Belt Track à l'époque à DockerCon et je suis bien content que ce soit lui qui l'ait faite à l'époque plutôt que moi, déjà parce que ça m'a fait moins de taf et ensuite parce que sincèrement je pense qu'il l'a faite mieux que moi. Aujourd'hui, Laurent et Mayol vont nous parler de construction d'images dans Kubernetes et je veux dire que c'est un domaine que je connais qu'à moitié, bon à moitié parce que la construction d'images quand même, ayant bossé 7 ans chez Docker, si je ne connaissais pas ça serait un peu la honte, mais par contre la construction d'images dans Kubernetes et ce que ça implique, là je suis beaucoup moins à l'aise là-dessus et donc je suis extrêmement content qu'en tant que MC, entre guillemets, j'ai le droit d'avoir une place au premier rang pour assister à cette présentation que je vais suivre de très près. Voilà, à vous. Bonjour à tous. Donc, Mayol et moi sommes vraiment ravis d'être là aujourd'hui pour cette première édition des Kubernetes Community Day en France. Et puis, c'est l'occasion de faire un talk en français, ce qu'on ne fait pas souvent. Donc, c'est très agréable et en plus, le lieu est vraiment magnifique. Alors, comme disait Jérôme, aujourd'hui, on va vous parler de la construction d'images de conteneurs dans Kubernetes. Et vous allez voir que c'est intéressant, ça marche, mais que ça peut parfois poser des problèmes assez subtils. Alors, avant de commencer, Mayol et moi travaillons tous les deux chez Datadog. Donc, je ne vais pas parler de Datadog le produit. Donc, il y a quelques chiffres à gauche. Si vous êtes curieux, on a un stand en bas. Mais en fait, nous, on ne travaille pas du tout pour le produit. On travaille dans l'infrastructure de Datadog. Et donc là, j'ai mis quelques chiffres à droite. Et donc, pour vous donner une idée, on opère... alors, il y a marqué plusieurs dizaines de clusters Kubernetes, mais je pense qu'aujourd'hui, on est à plusieurs centaines. Et des dizaines de milliers de hosts sur plusieurs cloud providers, et on a eu une croissance très rapide. Et vous vous doutez qu'à ces échelles-là, on a des problèmes intéressants. Alors, l'agenda d'aujourd'hui, c'est donc le build des images de conteneurs chez Datadog. Donc, voici un agenda. Et pour commencer, Mayol va nous parler de notre build system et de son histoire. Voilà, donc bonjour à tous. Alors, historiquement, à Datadog, on utilise GitLab pour la CI. Et donc, on a commencé par utiliser des runners qui tournaient avec Docker Machine. À l'époque, c'était la première utilisation de Docker à Datadog. La production tournait sur les infrastructures EC2. Et donc, c'était un moyen d'avoir une flotte de runners avec de l'autoscaling pour la CI. En 2018, Datadog a décidé de bouger son infrastructure depuis des instances sur Amazon à Kubernetes. Et donc, il a fallu construire des images pour ces containers. Et donc, pour ça, à l'époque, on a décidé d'utiliser Docker in Docker. Donc, on montait le socket Docker à l'intérieur des containers et ça nous permettait d'utiliser le Docker à l'intérieur d'un autre container. Et donc, c'était le moyen qu'on utilisait pour créer des images qu'on puisse ensuite déployer sur Kubernetes. Le problème de Docker et de Docker, c'est que ça pose des problèmes de sécurité et qu'un attaquant pourrait potentiellement injecter un Dockerfile malicieux et exécuter des commandes sur l'hôte. Pour cette raison, on utilisait des runners éphémères qui étaient détruits après chaque job de CI pour éviter que, même si un attaquant prenne le contrôle d'un hôte, il puisse impacter de futurs jobs de CI. Cela étant dit, Docker Machine, ça marchait bien pour nos jobs de CI, mais Datadog a grossi au fur et à mesure des années, embauché plus d'ingénieurs, et mathématiquement, le nombre de jobs de CI a augmenté. Et on est arrivé aux limites de Docker Machine en termes d'échelle, et on a décidé de passer sur Kubernetes pour nos runners de CI, remplacer Docker Machine.
sans aucun problème. Et on a réussi à passer à une échelle supérieure, et jusqu'à aujourd'hui, on n'en a pas trouvé les limites. Et donc tout ça, c'est très bien. Et depuis quelques années, auparavant, on utilisait des serveurs qui tournaient sur une infrastructure CPU x86, et depuis quelques années, ARM est arrivé sur le devant de la scène. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Datadog donnant un agent à ses utilisateurs, il a bien fallu qu'on commence à construire des agents pour ARM. Et donc pour cette raison, on a décidé d'ajouter des runners ARM en plus de nos runners x86 classiques sur Kubernetes. Maintenant que je vous dis ça, nos runners ARM, ils tournent aussi sur Kubernetes. Et donc il fallait que l'infrastructure derrière, les daemon sets, les contrôleurs, puissent aussi tourner sur ARM. Et donc pour cela, il fallait construire des images qui soient compatibles avec x86 et ARM. Et donc on a commencé à utiliser BuildX, qui est un plugin pour Docker, qui permet de construire des images pour plusieurs plateformes différentes. Et notamment une fonctionnalité qui est très pratique, c'est que BuildX est compatible avec QEMU pour faire de l'émulation. Et donc avec des runners qui tournent sur une infrastructure x86, on est capable de construire des images pour x86 et ARM. On a un petit problème cependant, c'est donc comme je vous l'ai expliqué, on utilise Docker in Docker, et donc ces runners étaient éphémères et posaient un certain nombre de problèmes. Notamment, c'était les derniers systèmes de Datadog qui tournaient sur Kubernetes. Donc c'est forcément de la dette technique pour l'équipe qui maintient la CI et du travail supplémentaire en plus de l'investissement déjà sur Kubernetes. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, on commençait à parler de ARM, de multi-architecture, et donc c'était des nouveaux investissements totalement décorrélés d'investissement Kubernetes pour les équipes produits, des problèmes de sécurité, comme je vous ai parlé avec Docker in Docker, et en plus de ça, l'émulation était assez lente pour ce qui était de ARM. Pour juste un exemple, certaines images mettaient 4 heures à être construites à cause d'ARM, de l'émulation sur ARM. Et donc, on s'est penché avec Laurent et d'autres personnes à Datadog sur comment résoudre ce problème. Et donc, je vais laisser Laurent vous présenter les solutions qu'on a trouvées. Alors, la solution qu'on a voulu explorer, vous vous en doutez, hein, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas construire ces images dans Kubernetes et comme ça faire tout tourner dans Kubernetes? Alors ça paraît très prometteur comme ça, et la première question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des solutions? Alors, il y a plusieurs solutions, hein, si vous regardez un peu ce qui se fait. La solution la plus classique, la solution historique, hein, c'est Docker in Docker. Hein, donc, comme tout à l'heure, Maïeul disait que pour construire des images avec Docker Machine, on crée un conteneur Docker qui avait accès au socket Docker. Et ben, dans Kubernetes, on peut faire tout à fait pareil. Hein. Si vous utilisez Docker comme runtime, vous pouvez créer un conteneur qui monte le socket Docker et construire des images comme ça. Donc ça, c'est une première solution. Une autre solution, c'est d'utiliser des builders standalone, hein, donc des sortes de jobs qu'on lance et qui vont builder des images. Donc j'ai listé trois exemples de builders. Et la dernière solution, c'est d'utiliser un démon de build dédié. Hein, donc c'est un démon auquel on demande de builder des images. Alors, est-ce qu'on peut utiliser ces différentes solutions? C'est la première étude qu'on a faite. Donc, vous vous rappelez, Docker in Docker, c'est la première solution, celle que beaucoup de gens ont utilisée. Je pense que beaucoup de gens parmi vous ont commencé par ça. Ça marche très bien, mais ça pose de gros problèmes de sécurité. Et donc, cette solution, on l'a écartée dès le début. La deuxième solution, c'était d'utiliser des builders standalone, hein, donc ceux que je mentionnais tout à l'heure. Alors, ils marchent tous très bien. Le problème qu'on a eu avec eux, ce n'est pas vraiment un problème, c'est que c'était difficile à utiliser. Difficile au sens où, si on voulait faire une image multi-arch, il fallait lancer un job de build sur une machine x86, lancer un job de build sur une machine ARM, et ensuite assembler les deux images pour faire une image multi-arch. Donc ça marchait, c'était juste pas facile à mettre en place. Et c'est là qu'arrive BuildKitD, donc le démon de build dont on va pas mal parler pendant ce talk. C'est qu'en fait, l'expérience utilisateur de BuildKitD, elle est assez géniale, parce que c'est un démon de build auquel on peut accéder avec un client Docker. Et un client Docker qui va parler à BuildKitD peut même parler à plusieurs démons BuildKitD et assembler des images multi-arch. Donc à quoi ça ressemble si on reprend le schéma qu'on avait tout à l'heure? Vous vous rappelez de notre interface de build. Et donc l'idée, c'est que cette fois, un worker ferait tourner un client Docker avec le plugin BuildX et que ce plugin découvrirait des démons BuildKit qui tourneraient sous forme de déploiement dans un cluster Kubernetes et lancerait les builds sur un de ces pods à chaque fois. Donc si on a un build, BuildX va découvrir un pod BuildKitD et lancer le build sur ce pod. Alors ce qui est intéressant, c'est que BuildX est au courant des plateformes sur lesquelles tournent les nœuds, et donc on peut avoir un déploiement BuildKitD
qui est sur x86, un déploiement BuildKitD qui est sur des nœuds ARM, et BuildX va être capable de dire, pour une image multi-arch x86 et ARM, je lance un build sur un nœud x86, un build sur un nœud ARM, et ensuite j'assemble les deux images dans une image multi-arch que je pousse vers un registry. Alors, la question d'après, c'est est-ce qu'on peut rendre ça sûr en termes de sécurité, parce qu'il y avait beaucoup d'arguments pour changer notre solution de build, en particulier le fait que notre solution soit homogène, mais vous vous rappelez que la sécurité, c'était un point important. Et pourquoi c'est un challenge quand on fait du build? C'est qu'en général, quand on build des images, on a besoin de privilèges. Et l'exemple typique, c'est que pour installer un package, en général, il faut être root. Et bien sûr, si vous faites tourner des clusters Kubernetes, vous savez qu'une des best practices de base, c'est quand on fait tourner un conteneur, de surtout pas le faire tourner en root. Donc vous voyez un peu la tension entre ces deux nécessités. Et ça nous amène à un concept dont on va beaucoup parler aujourd'hui, c'est les builds rootless. Alors qu'est-ce que c'est qu'un build rootless? C'est un build où on fait tourner un processus de build qui n'est pas root. Alors vous voyez bien que ça va poser des problèmes, puisque en général, on a besoin d'être root pour installer des packages, par exemple. Alors, comment ça marche? Alors, les builds rootless s'appuient massivement sur une solution du kernel Linux qui s'appelle les user namespace, où en fait, on va créer un namespace dans lequel le root dans ce namespace ne sera pas le root dans le host tout entier. Donc, il sera une sorte de faux root local au namespace, mais il ne sera pas root sur le host. Et ça, c'est intégré de manière profonde dans le kernel et est très bien supporté. Et si vous voulez savoir exactement comment ça marche, Aki Hirou fait partie des personnes qui ont rendu ça possible et a fait une présentation que je vous recommande à KubeCon en 2019. Alors, à quoi ça ressemble, parce que là, c'était assez théorique ce que j'ai dit. En fait, ça ressemble à ça. Si on a un conteneur BuildKit qui va nous servir à faire des builds, le premier process qui est lancé dans ce conteneur, qui s'appelle RootlessKit, il est lancé avec un utilisateur non privilégié. Donc vous voyez là l'utilisateur qui démarre avec une UID 1000. Ensuite, tous les processus dessous, donc les processus qui vont être utilisés pour le build, ils tournent avec l'UID 0, donc comme s'ils étaient root. Vous voyez bien par contre que j'ai mis une étoile, parce que c'est root dans le user namespace, c'est pas root sur le host. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sous forme d'un exemple assez simple? C'est très facile de créer un user namespace sous Linux. Si vous tapez la commande qui est là, vous allez créer un user namespace. Et si vous faites ça, en tant qu'utilisateur non privilégié, c'est pour ça qu'il y a un $ sur le premier prompt, on devient en root, on a l'impression, vous voyez que le shell considère qu'on est root parce que notre UID c'est 0. En revanche, notre UID c'est 0 dans ce namespace, mais si j'essaye de créer un fichier dans ETC, je n'ai pas le droit parce que du point de vue du système, je ne suis pas root globalement. Et ce qui est intéressant, c'est que si je touche un fichier que j'ai le droit de créer, donc dans /tmp par exemple, ce fichier, j'ai le droit de le créer, et dans le user namespace, il a l'air d'appartenir à root. En revanche, si je sors du user namespace, ce process appartient bien à l'utilisateur qui a créé le user namespace au début. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Avant toute chose, on ne veut pas vous faire peur, c'est qu'on va vous parler de pas mal de problèmes avec les builds rootless. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des centaines d'images chez Datadog, et quand on a lancé ce projet et qu'on s'est dit est-ce que ça marche bien, on a tenté de builder toutes les images, et ça a très bien marché dans 90-95% des cas. Évidemment, aujourd'hui, on va vous parler des 5 à 10% qui restent, ceux qui posent des problèmes, parce que c'est ça qui est assez intéressant. Et je vais laisser Mayol vous parler du premier problème qu'on a pu rencontrer. Voilà. Donc, avant de commencer, laissez-moi juste vous introduire une petite métrique qu'on va utiliser tout au long de cette présentation, qui est la métrique TTF, ou la métrique Time to Fun, qui est basiquement le temps entre le moment où on a découvert le problème, on s'est dit « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» et le moment où on l'a résolu, on s'est dit « mais en fait, c'est marrant ». Enfin bon, ça dépend de votre définition de marrant, bien sûr. Donc on va commencer très, très simple, avec un petit problème qui nous a pris quelques heures à comprendre. On va prendre un Dockerfile très complexe, comme celui-ci, et donc on essaie de le construire sur Kubernetes avec BuildKit. Et donc on lance notre build, et là, Operation Not Permitted, une erreur de build. C'est bizarre quand même, non? Parce que ecotest, c'est pas le genre de commande que quand on la fait tourner, on se dit ça va planter. Donc du coup, comment est-ce qu'on investigue ça? Operation Not Permitted, on se demande mais quelle opération finalement n'est pas permise? Et donc on s'est dit on va lancer un strace sur le process qui crée l'image, et puis on va juste chercher pour voir des erreurs de permission. Et par chance, on en a trouvé, notamment cette erreur-là sur L7 Extended Attributes. Donc
il y a plusieurs choses qui sont intéressantes ici. C'est déjà le extended attributes, donc on essaie d'ajouter de nouveaux attributs à un fichier. Et ensuite, security SE Linux. SE Linux, c'est bizarre quand même, non? C'est pas le genre d'extended attributes qu'on s'attend à avoir dans une image pour container. Bah, du coup, comment est-ce qu'on continue à partir de ce moment-là? On se dit, il faut en avoir le cœur net et vérifions s'il y a bien des extended attributes SE Linux dans l'image. Donc qu'est-ce qu'on fait? On télécharge l'image sur notre ordinateur, on la décompresse, et effectivement, en regardant la liste des fichiers, on trouve certains fichiers avec des extended attributes SE Linux. Et donc du coup, pourquoi finalement ça ne marche pas? C'est assez simple, c'est parce que, rappelez-vous, on utilise BitKit en mode rootless. Et donc, quand on est sur le user namespace du container BuildKit, donc là, on est root sur le container, et quand on crée un fichier et qu'on essaie de lui ajouter des extended attributes, il n'y a pas de souci, on est root. Par contre, à partir du moment où on rentre dans le deuxième user namespace, le user namespace de l'image qu'on est en train de créer, on se rend compte à ce moment-là que même si on est censé être root dans ce user namespace, notre UID est différent du root du user namespace. Et donc le kernel, pour éviter une escalation de privilèges, interdit ça. Et donc finalement c'est assez normal. On a quand même ouvert une issue sur le dépôt de BuildKit pour documenter le problème. Et donc il n'y a pas vraiment de solution à l'heure actuelle. Il y a quelques quand même possibilités, notamment manuellement télécharger l'image sur son ordinateur et la repusher sur le repository. Et ça permet d'enlever les labels SE Linux. Et dans notre cas aussi, on utilisait une image publique. Et l'avantage, c'est que cette image, dans la version juste d'après, les attributs SE Linux n'étaient plus là. Et donc, ça nous a quand même bien facilité la tâche. Maintenant, je vais vous présenter un deuxième problème que l'on a eu, qui cette fois nous a pris plus quelques jours à investiguer. Vous allez voir, on part d'un Dockerfile beaucoup plus compliqué. Cette fois, on installe un paquet. Et donc, on installe ce paquet la première fois, et là, notre build timeout. Bon, on se dit, peut-être pas de chance, réessayons. On réessaie, et là, cette fois, le build fail avec une erreur address already in use. On se dit, bon, il y a un problème, utilisons une méthode scientifique pour résoudre ce problème, réessayons encore. On réessaie encore une fois, et là, même problème, address already in use. Donc là, on se dit, bon, le problème a l'air d'être réplicable, mais c'est peut-être un problème avec notre container BuildKit. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On détruit le container BuildKit et on réessaie. Donc on réessaie une fois, et là, notre build timeout, c'est une deuxième fois, on a de nouveau l'erreur address already in use. Donc là, on se dit, bon, c'est bon, on a réussi à répliquer le problème, c'est vraiment un problème avec BuildKit et pas un problème avec notre infrastructure. Du coup, comment est-ce qu'on débug ça? Address already in use, ça ressemble quand même beaucoup à une erreur qu'on a quand on essaie de lancer une application qui a besoin de bind sur un port qui est déjà utilisé par une autre application. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On utilise notre meilleure commande netstat au début et à la fin de notre étape pour voir quels sont les ports utilisés au début et quels sont les ports utilisés à la fin. Et donc, quand on fait ça la première fois sur un tout nouveau pod BuildKit qui n'a jamais encore été utilisé, la première fois, le premier netstat nous dit qu'il n'y a pas de port qui est utilisé. Par contre, le deuxième nous dit que même après, une fois que l'application a été installée, il y a toujours un port qui est utilisé par l'application, et ensuite notre build timeout, comme on a pu le voir précédemment. Maintenant, si on recommence une nouvelle fois, donc là on est dans le deuxième cas de figure, le premier netstat nous dit déjà que notre application a un port bindé dessus, et ensuite la commande fail comme on a vu tout à l'heure. Donc en fait, ce qu'on a l'impression, c'est que un démon qui aurait été lancé pendant la première installation tourne encore finalement dans le second build, ce qui est quand même vraiment bizarre. Du coup, on se dit, est-ce qu'on peut réussir à reproduire quelque chose qu'on maîtrise totalement? Parce que là, c'est une application, c'est une application publique, on ne la maîtrise pas. On ne sait pas exactement ce qui se passe, on pourrait regarder le script, mais essayons de faire un reproducer beaucoup plus simple. Du coup, on part d'une image Ubuntu standard et on crée notre propre script qui fait juste sleep infinity. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'on fait ça en arrière-plan. Et donc, quand on fait ça, on peut voir que notre build timeout. Donc, on a réussi à reproduire l'erreur. Regardons un peu, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le container BuildKit quand on exécute ces opérations.
Donc là, on a notre container build kit, on voit notre rootless kit à la base, notre démon. Et donc, on exécute, on essaie de build notre image. Et donc là, ce qu'on voit, c'est notre shell et notre Sleep Infinity. En fait, c'est qu'ici, on voit tous les processus. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de sandboxing au niveau des processus, et n'importe quel autre build parallèle pourrait voir le processus que je suis en train d'exécuter. Ensuite, notre build timeout, comme on l'a vu précédemment. Mais par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que notre sleep est toujours là. Et donc, il y a un problème au niveau du nettoyage de ce processus. Et donc là, on se dit, qu'est-ce qui se passe si on essaie de tuer ce processus manuellement? Et là, paf, on obtient un zombie. Et donc, comment ça marche normalement? Comment, quand on build une image Docker classiquement, comment c'est censé marcher? Quand on crée une étape de build, donc quand on commence à créer un layer pour une image, normalement, on crée une sandbox de processus. Ce qui fait qu'une fois qu'on a fini notre étape, tous les processus qui sont dans cette sandbox sont tués en même temps, et comme ça, on s'assure qu'il n'y ait pas de processus qui leak et qui continue et qui puisse impacter de prochains processus. Le truc qu'on vous a pas dit quand on vous a présenté les build kits en mode rootless tout à l'heure, c'est que quand on fait tourner build kit en mode rootless, on est obligé de lui donner un argument qui est OCI Worker No Process Sandbox. Et donc c'est finalement assez clair dans le nom de cet argument que on désactive le sandboxing des processus. Donc c'est plutôt normal de ne pas avoir cette sandbox de processus quand on regarde dans le container. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? En fait, pour des raisons de sécurité, le slash proc dans un container, on ne nous donne pas tout le slash proc. On en a une partie, mais on a certains dossiers ou fichiers qui sont masked. Ça veut dire que quand on essaie de les voir depuis l'intérieur du container, ils sont vides. Et on a aussi certains qui sont en read-only, et donc on ne peut pas modifier. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand nous, on essaie de créer une nouvelle sandbox de processus? En fait, on essaie de créer un nouveau slash proc. Et ça, le kernel, il nous dit non. Il nous dit non, il nous dit mount to revealing. Parce qu'en fait, on créerait un nouveau slash proc qui serait capable d'exposer des fichiers ou des dossiers qui, normalement, dans le slash proc de notre container, sont censés être masqués ou read-only. Et donc, il nous dit non, vous n'avez pas le droit. Et donc, ça explique pourquoi on a besoin de désactiver cet ensemble de processus. Et dans ce cas, on utilise le slash proc directement du container build kit dans lequel on crée l'image. Et c'est pour cette raison qu'on peut voir tous les processus et que potentiellement, ces processus peuvent leak. Et si vous voulez plus de détails, il y a une très bonne issue sur le dépôt de Runc qui explique beaucoup plus en détail encore pourquoi on a cette erreur avec le procfs. Donc en conclusion, là non plus, on n'a pas vraiment de solution parfaite. On a ouvert une issue sur le repo build kit pour documenter. Mais on a quand même des solutions imparfaites pour notre infrastructure à nous. Donc déjà, on peut s'assurer, ce qui est une bonne pratique en général, de ne pas démarrer de démon quand on crée une image Docker, et si on en démarre un, au moins de le stopper à la fin du layer. Donc ça, c'est une première chose. Il y a une autre option aussi qui est en alpha sur Kubernetes depuis 1.12, qui est proc-mount-type, unmasked, et qui nous permettrait du coup de monter le slash proc sur notre container sans masquer de dossier, et donc on pourrait créer de nouveaux procfs sans aucun souci. Et une petite dernière chose avant de laisser la parole à Laurent pour le dernier problème de la journée, ça pose aussi quand même quelques problèmes de sécurité. Le fait d'avoir des processus qui sont potentiellement leak, donc qui continuent même après que le build est fini, et qui peuvent impacter des builds subséquents, ça reste un problème de sécurité dont on voudrait bien se passer. Et donc maintenant, je laisse la parole à Laurent pour présenter le dernier problème de cette conférence. Alors, les problèmes qu'on a vus jusqu'à présent étaient intéressants et complexes, et vous allez voir que celui-là l'est encore plus. Alors celui-là, honnêtement, il nous a rendu un peu fous. Alors, mais on a appris plein de choses. Alors, tout a commencé avec ce Dockerfile-là, et je rappelle, ça marche très bien sur un build Docker classique, ça marche très bien sur un build kit en mode privilégié, donc en mode root, et si on passe en mode rootless, ça ne marche pas. Donc vous voyez, ce Dockerfile n'est pas très compliqué, il fait trois choses. Il build une application en plus upstream. Il fait quoi? Il fait un git clone du repository, ensuite il check out un tag particulier, et ensuite il lance go build pour créer le binaire. Vraiment, rien de bien compliqué. En revanche,
quand on lance ce Dockerfile en mode rootless, et uniquement en mode rootless, le compiler a cette erreur-là, qui est une erreur classique, si vous avez déjà fait du Go, c'est qu'en fait, il y a la fonction consistentRead qui est définie deux fois dans deux fichiers, le fichier read.go et le fichier consistentRead.go. Encore une fois, c'est bizarre parce que cette erreur, elle est super simple, mais pourquoi ça impacterait que le mode rootless, donc c'est vraiment très étonnant. Alors, on comprend vraiment pas ce qui se passe, donc évidemment, là, on appelle ls à la rescousse. Est-ce qu'il y a vraiment ces deux fichiers dans le répertoire? Et donc, vous voyez, à l'étape 3, donc celle où on fait la compilation, on la remplace par ls, et effectivement, il y a bien read et consistentRead.go. Donc on dit, c'est bizarre quand même, qu'est-ce qu'il y a dans le repo Git? Alors, il se trouve que dans master, il y a le fichier read.go, et dans le tag qu'on veut builder, il y a le fichier consistentRead.go. Et nous, on devrait uniquement avoir consistentRead.go, puisqu'on fait un clone puis un checkout. Mais il se trouve qu'on a les deux. Alors, vous comprenez pourquoi ça nous a rendu un peu fou, parce que c'est quand même vraiment bizarre. Et donc, on continue à regarder, et donc on fait des ls à chaque étape. Donc, première étape, on clone le repository, et là, c'est parfait, on voit bien le fichier read.go, logique. Ensuite, on fait un checkout, et là, on voit bien uniquement consistentRead.go, c'est normal, le fichier a été renommé entre le tag et master, tout va bien. Et à l'étape 3, on voit les deux fichiers. Alors là, on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas du tout avec notre file system. Il y a vraiment un problème bizarre qui est en train de se passer. Alors, je pense que la plupart d'entre vous utilisent Docker depuis longtemps, donc vous êtes familier avec la façon dont on marque les file systems des conteneurs. Nous, on utilise OverlayFS un peu partout dans notre infrastructure, et aussi pour BuildKit. Donc OverlayFS, c'est un Union File System, donc ça permet d'assembler des répertoires pour présenter un répertoire qui est l'assemblage de plusieurs répertoires. Et pour les conteneurs, c'est massivement utilisé, parce que ça permet, quand on démarre un conteneur, de ne pas copier les layers et les contenus de l'image. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les layers existants de l'image sont read-only, et on crée et quand on crée le conteneur, on a juste un layer vide qui va être read-write, mais tous les layers du dessous restent read-only, donc on n'a pas de copie à faire. Et ensuite, ça a d'autres avantages, c'est que si on a plusieurs conteneurs qui se basent sur les mêmes layers, on peut les partager puisqu'ils sont toujours read-only. Alors, comment ça marche OverlayFS en pratique? Il y a 3 répertoires importants pour faire marcher OverlayFS. Il y a les lower layers, qui sont les layers read-only, le mount directory, qui est celui qu'on va utiliser et présenter, et dans lequel il y a ce qui est visible dans le mount point. Et ensuite, il y a le layer qui s'appelle upper, qui est le layer où on recorde tous les changements qui sont arrivés entre le lower et le mount point qu'on présente. Et là, il y a quelques exemples. Donc, imaginez par exemple, on a créé une image et on a modifié le fichier Y. Donc, dans le layer read-only, il y avait un contenu Y. On a modifié ce fichier en Y', et donc vous voyez que dans le layer qui contient la différence, donc le upper, on a Y', et ce qui est présenté dans le mount point, c'est Y'. On a d'autres cas, on a le cas où on supprime un fichier. Donc si on supprime un fichier, on va enregistrer dans le layer de différence une tombstone, donc c'est un caractère device qui va être interprété par le driver overlay pour dire si tu vois ce caractère device, ça veut dire que le fichier qui a le même nom dessous, il a été supprimé. Et ensuite, il y a le cas où on a plusieurs répertoires qui ont le même nom, enfin des répertoires du même nom qui ont différents contenus. Le contenu est assemblé dans les layers du haut. Alors, maintenant qu'on sait ça, en fait, on peut reproduire ce qui se passe dans BuildKit directement sur un Linux sans lancer BuildKit. Donc, en fait, on fait quelques commandes assez simples. La première chose, c'est qu'on crée un user namespace. Alors, encore une fois, c'est important parce que si on ne le faisait pas, on n'aurait pas le problème. Ensuite, on crée les répertoires nécessaires à créer le mount point overlay. Donc, vous voyez, il y a le layer 1 où on fera le git clone, le layer 2 qui va être le mount point dans lequel on va faire le checkout, et le répertoire L de diff dans lequel on va stocker les différences, ce qui était upper tout à l'heure. Donc, on fait le clone dans le layer 1, on mount en overlay pour pouvoir faire la deuxième commande, et on fait le checkout. À ce moment-là, si on va lire dans tous les répertoires, tout a l'air OK. D'accord. Donc dans le layer 1, qui est le layer read-only de notre overlay, il y a bien le fichier read.go qu'on a pris du git clone. Dans le layer 2, donc après le checkout, on a le nouveau fichier qui correspond au tag. Et dans la différence, on a bien le nouveau fichier consistentRead.go. Jusque-là, c'est très bien. Alors on continue, on passe à l'étape 3. Donc on démonte tout ça. Et maintenant, on refait un overlay, mais cette fois, on a deux lower layers. Le layer 1 qui était le layer du clone, le L2diff où on a stocké les différences liées au checkout,
et ensuite le L3diff qui sera utilisé si on fait des nouvelles différences, et surtout le layer 3 qui est celui qu'on va présenter à la troisième étape de build. Et là, si on regarde le contenu du layer 3, on a les deux fichiers. Donc, alors c'est complètement cassé, mais par contre on est content, au moins on a reproduit avec un step de commande assez minimal. Alors, on prend un tout petit peu de recul, on illustre, donc vous vous rappelez, premier layer, on fait le git clone, on stocke read.go dans l'étape 1. Ensuite, à la deuxième étape, on fait un checkout. Donc, dans le répertoire de différence, dans le layer de différence, on a consistent read.go, et dans le mount point, on a aussi consistent read.go. Jusque-là, c'est parfait. Et à l'étape 3, on a cet ensemble-là, donc layer 1, read.go, L2diff, consistent read.go, et dans le layer 3, on a tout assemblé. Alors, il y a quand même, ça semble indiquer qu'on a un problème avec ce directory-là, le L2diff. Et d'ailleurs, vous vous rappelez ce que je disais tout à l'heure, quand on supprime un fichier, et là le fichier read.go a été supprimé, eh ben, on devrait avoir une tombstone. D'accord? On devrait avoir une tombstone pour read.go, ce qui expliquerait pourquoi dans le mount point, on n'a plus que consistent read.go. Et on n'a pas de tombstone. Alors là, on commence à dire, il y a peut-être quelque chose de bizarre qui se passe. Et donc, on commence à lire un peu plus en détail comment marche Overlay. Et on se rend compte que dans OverlayFS, il y a une optimisation qui est de dire si jamais on supprime un répertoire ou qu'on le modifie entièrement, on peut rendre le répertoire opaque. Et ça veut dire qu'on va ignorer tous les layers qui sont plus bas. D'accord? Donc vous voyez ici, on a le répertoire A. Et si à un layer plus haut, il est marqué comme opaque, on ignorera tous les répertoires qui sont dessous. Donc ça permet d'être beaucoup plus rapide. On n'a pas besoin d'aller lire ce qu'il y a dans les layers plus bas. Donc c'est une optimisation, c'est très efficace. Alors comment c'est implémenté, donc c'est un attribut sur un répertoire, et donc la façon dont ça marche quand on n'est pas dans le cas qui pose problème, c'est que le répertoire utilise.io qui a les deux fichiers est marqué comme opaque. Alors, dans le détail de l'implémentation, comment c'est fait? C'est fait en utilisant un extended attribute sur le répertoire, qui est trusted.overlay.opaque, donc un attribut qui a été créé pour OverlayFS. Et alors, est-ce qu'on peut le voir? Est-ce que cet attribut est CT? Alors, vous voyez, là, on fait un get f-atr, donc pour savoir si l'attribut est CT sur le répertoire, et l'attribut n'est pas CT. Alors là, on commence à être un peu confus parce que ça marche quand même à l'étape 2. À l'étape 2, on voit bien que consistent read.go, donc on devrait le voir, cet attribut. Si jamais on sort du user namespace, on voit bien l'attribut. Donc au moins, bon, ça commence à être un peu plus clair, c'est un peu normal que ça marche. Il y a quand même quelque chose, c'est que, vous voyez le nom de l'attribut, il commence par trusted, et là on se dit, mais trusted, est-ce que ça, par hasard, serait pas un problème de permission? Et il se trouve que, en fait, effectivement, trusted, ça veut dire que c'est des attributs étendus qui devraient être manipulables que par root ou par un utilisateur qui a cap sysadmin. Et il se trouve que nous, on a été capable de le modifier. C'est un peu étonnant. Alors, on résume les mystères. On ne devrait pas être capable de modifier cet attribut puisqu'on tourne dans un namespace. Et ensuite, l'issue, elle est un peu inconsistante. C'est que si jamais notre répertoire, c'est un upper qui a l'attribut étendu, donc il n'y a pas l'erreur. Et en revanche, s'il fait partie des lowers, dans la pile de layers qu'on assemble, on a le problème. Alors, comme tout à l'heure, on ne sait plus trop quoi faire à ce moment-là pour comprendre ce qui se passe, et donc on va tracer le git checkout et regarder s'il y a des choses dedans, des fonctions qui nous expliquent comment sont manipulés ces attributs étendus. Et à ce moment-là, on se rend compte dans l'arbre d'appel qu'il y a une fonction qui s'appelle setExtendedAttribute noperm. Et vous voyez, c'est un peu suspect quand même. Il y a le noperm à la fin, semble nous indiquer que ça a à voir avec des privilèges. Et donc, on cherche dans le code du kernel et on a un petit peu de mal à trouver cette fonction parce qu'en fait, cette fonction, elle existe uniquement dans un patch Ubuntu spécifique dont il y a un message commit ici. Et en fait, Ubuntu a fait un patch pour permettre l'utilisation d'OverlayFS dans les user namespace. Donc sur le principe, c'est super, c'est grâce à ça que ça marche plutôt bien. Et en fait, ce que fait ce patch, c'est qu'il permet d'éviter les checks de permission quand on set les attributs étendus ou quand on les supprime. Alors, c'est très bien, mais il y a quand même quelque chose, c'est qu'on note à ce moment-là qu'il n'y a pas de patch équivalent pour les lectures. Donc en fait, on peut setter les attributs étendus en étant pas root, mais a priori, on ne peut pas les lire.
Alors, revenons à notre problème. Donc, c'est normal, ici, au layer 3, qu'on ne puisse pas savoir que le répertoire est opaque, parce qu'on ne peut pas lire l'attribut opaque. D'accord, on n'a pas le droit, la fonction getXat, elle n'a pas été étendue pour permettre ça. Mais par contre, vous vous rappelez, hein, ça marche pour le layer 2. Alors, pour résumer, hein, c'est normal qu'on puisse setter l'attribut. Parce que c'est le patch Ubuntu dont on parlait tout à l'heure. En revanche, on ne devrait pas être capable de le lire. Et ça marche quand même. Alors à ce moment-là, on se dit, mais en fait, les file systems, ça fait beaucoup de caching. Est-ce que ça ne pourrait pas être lié au caching du file system? Donc on fait exactement la même chose que tout à l'heure. À la fin de l'étape 2, on a bien le seul fichier qui est là. Et là, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer quand on va flusher les caches du file system? Attention, hop, on voit les deux fichiers. Donc on n'a rien touché, on a juste flushé les caches du file system et on a le problème. D'accord? Et donc en fait, en résumé, hein, Ubuntu a ajouté un patch pour faire en sorte qu'OverlayFS marche dans les user namespace et franchement, ça aide beaucoup. Le problème, c'est quand ils ont fait ce patch, ils n'ont pas patché toutes les fonctions. Ils ont patché que les fonctions de set et pas les fonctions de get. Mais grâce au caching, ça marche quand même plutôt pas mal dans la majorité des cas, jusqu'à ce qu'on ait besoin de lire depuis le disque. D'accord? Quand on n'a plus de données dans le cache. Et comme vous avez pu le voir, ça peut emmener à des résultats vraiment, vraiment bizarres et étonnants. Alors, en termes de fixe, là, on a vraiment eu de la chance. Hein, c'est qu'en fait, on a découvert ça quand notre infrastructure de build tournait sur des kernels 5.8. Et il se trouve que le patch Ubuntu n'a jamais été accepté upstream, mais que par contre, dans le kernel, il y a eu une feature qui a été développée, qui est de dire, en fait, au lieu d'utiliser le namespace trusted pour overlayFS, on peut utiliser le namespace user, ce qui permet au user de modifier ses attributs étendus. Et une fois que ça a été supporté dans le kernel, il se trouve qu'en fait BuildKit sait supporter ça depuis un moment. Et donc pour nous, il a suffi d'upgrader nos nœuds Kubernetes au kernel 5.11 pour que ça marche. Si jamais vous avez des choses bizarres avant les kernels 5.11, quand vous utilisez BuildKit en mode rootless, c'est probablement ça. On a fait une issue qui a été très détaillée avec les gens de BuildKit, donc si vous voulez regarder, c'est la discussion qu'on a eue avec eux. Et voilà, donc on vous a beaucoup parlé des problèmes, et puis maintenant, en conclusion, on va vous parler un petit peu des résultats de nos efforts. Alors, tout d'abord, pour commencer cette conclusion, quelque chose qui nous a vraiment aidé dans ce projet, c'est le fait que Datadog ait une grande base de données finalement d'images diverses et variées qu'on a pu toutes tester en commençant le projet, et donc on a pu très rapidement trouver les classes de problèmes et ça nous a vraiment facilité la tâche dans nos investigations. Ce projet, ça nous a permis aussi de déprécier notre infrastructure de runner Docker in Docker qu'on vous a parlé au début. Donc c'est très bien pour la sécurité et aussi pour l'équipe qui s'occupait de la CI à Datadog, qui du coup a un système de moins à s'occuper et peut se concentrer vraiment sur Kubernetes. Et enfin, ça nous a quand même apporté aussi les builds d'images multi-arch. Je vous parlais tout à l'heure d'une image qui, sur une émulation avec Emu pour ARM, mettait 4 heures à être construite. Cette même image, maintenant, est construite entre 10 et 15 minutes, ce qui est quand même beaucoup mieux. En termes de chiffres, juste pour vous donner une idée sur ce graphique, donc Datadog, on a plusieurs centaines d'images différentes en production qui doivent être construites, et ça représente plusieurs milliers de builds par jour et quasiment aucune erreur, donc c'est quand même très bien, et ça montre vraiment la solidité de BuildKit pour construire des images. Donc qu'est-ce que vous pouvez retenir finalement de cette présentation? Déjà, BuildKit, c'est un très très bon outil. Ça permet à la fois de faire des builds distance, ça permet de créer des images pour plusieurs architectures et plusieurs plateformes. C'était pas le centre de notre présentation aujourd'hui, mais ça apporte aussi beaucoup d'optimisation en termes de rapidité pour la création des images, donc c'est vraiment un super outil. La deuxième chose, c'est aussi que BuildKit en mode rootless sur Kubernetes, ça marche, mais c'est encore un peu en avance de phase, et donc il y a encore quelques petits problèmes qui restent, qui viennent notamment de la différence entre user namespace comparé au namespace du container. BuildKit
Donc, on vous a présenté aujourd'hui le problème avec Overlay FS, on vous a présenté aussi les problèmes de sandboxing des processus, mais c'est des choses qui, dans le futur, on n'a pas de doute, vont être réglées et permettront d'amener encore plus de facilité pour créer des images sur Kubernetes. Et finalement, la conclusion de cette présentation, c'est que malgré le fait qu'on ait eu quelques petits soucis au début, l'immense majorité de nos images ont été construites sans aucun problème et ça valait vraiment le coup d'investir du temps là-dedans. Donc, avant de finir, quelques remerciements. Tout d'abord, Eric Mountain, qui a travaillé avec Laurent et moi sur ce projet. Remerciements aussi à Tonis et Akihiro, qui sont parmi les mainteneurs du repository de BuildKit, et notamment qui sont à l'origine du mode rootless de BuildKit, sans qui on n'aurait pas pu faire cette présentation, qui ont aussi passé beaucoup de temps à répondre à nos questions dans les divers issues qu'on a ouvertes sur leur dépôt. Et enfin, Jess et Alban pour leur issue sur Runcy, qui est quand même très instructive et qui nous a permis de vraiment comprendre ce qui se passait avec notre sandbox de processus sur BuildKit. Voilà, je vous remercie d'être tous venus nous écouter aujourd'hui. Ok. Et donc maintenant, on a juste le temps pour une ou deux questions, si vous voulez. Une ou deux questions, ouais. Alors, si c'est quelqu'un qui est prêt, je peux lui tendre le micro. Si c'est quelqu'un qui est loin, demandez fort et on répétera. Moi, je vais en poser une, du coup, si personne demande. Pour faire tourner du rootless, il faut avoir un container engine avec un truc spécial activé ou c'est n'importe quel containerd ou Cryo Alors, c'est n'importe quel containerd. Par contre, au niveau de la configuration du pod, il y a encore quelques paramètres de sécurité à gérer. Notamment, il faut désactiver secomp et aparmor pour l'instant. Sinon, le mode rootless ne marche pas correctement. D'accord. Okay. Mais rien au niveau de la runtime containerd. D'accord. Alors, juste pour les gens qui filent, ceux qui n'ont pas encore votre badge, pensez bien à aller le chercher avant de manger, sinon on ne vous donnera pas à manger. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, c'est peut-être pas évident, on peut se sentir un peu timide quand il y a la moitié des gens en train de partir en courant, mais si vous avez des questions, que ce soit là-dessus ou sur des choses un peu pointues avec Kubernetes, s'il se passe des choses bizarres dans vos clusters, n'hésitez pas à les demander à Laurent et du coup par extension, je pense à Mayeul, même si c'est la première fois que je le croise. Comme vous avez pu le voir, on est là toute la journée, donc voilà. avec plaisir pour répondre à vos questions si on se croise. Merci beaucoup.